Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Le choc après l'attaque mortelle d'une femme de 87 ans par 5 molosses à Pirée. Les 2 propriétaires à qui appartiennent les chiens ont été placés en garde à vue. Le déconfinement est total dans les îles dès demain. Cela fait partie des nouvelles mesures annoncées ce matin par le haut-commissaire. Mais pas seulement, vous allez le voir dans un instant. Et le monde économique et sportif était suspendu à cette allocution vitale pour leur commerce. L'ouverture des salles de sport, la levée du couvre-feu sont certes positives, mais cela ne suffira pas à redresser l'économie. Pour en savoir plus sur les modalités d'adaptation de la 14e en Polynésie ou encore sur les garanties que pourrait apporter l'État au gouvernement en cas d'emprunt, le haut-commissaire Dominique Saurin a accepté d'être notre invité ce soir. Il sera en direct du haut-commissariat avec Caroline Fari. À tout à l'heure. Plusieurs sociétés sont d'ores et déjà dans le rouge. Ils tentent tant bien que mal de trouver des financements. C'est le cas de Tahiti Nui Travel qui n'a pas encore mis les clés sous la porte, contrairement à ce qui a été annoncé. Une nouvelle qui devrait donc rassurer les 350 pensions de famille et prestataires touristiques que représente Mélinda Baudin. Mélinda Baudin qui est notre deuxième invitée de ce journal. Mais avant d'aller plus loin, la stupeur dans le quartier Gadio à Pirée ce matin après l'attaque mortelle d'une octogénaire par 5 molosses. Le drame s'est produit sur le terrain JT où la dame de 87 ans avait pour habitude d'effectuer sa petite marche. Le reportage sur place de Sandroli, Mario Leroy et Hiro Terurutua. Les secours sont encore sur place, mais le corps de la pauvre grand-mère, recouvert d'un drap blanc, gît sans vie sur le sol. Ce matin, il est environ 7 heures sur le stade de JT à Pirée. Alors qu'elle fait sa marche, la mamie est assaillie par une meute de chiens. Tout est allé très vite. 2 amis joueurs de tennis, témoins de la scène, sont arrivés trop tard. J'ai été avec ma raquette, parce que juste à côté, il y avait au moins 4-5 chiens. Après, avec ma raquette, j'ai chassé les chiens. Ils sont partis à 15 mètres. Quand je suis arrivé à côté, la femme, je crois qu'elle est déjà partie. Il n'y a plus de... Toi, c'est carrément scalpé. Plein de machins, de morceaux des pitbulls. Ouais. Ramon a réussi à chasser les chiens qui s'éloignent d'une quinzaine de mètres. Mais impossible pour lui de s'approcher ou de toucher le corps. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. La meute revient pour l'attaquer. Il se sécurise le long du grillage en se défendant avec sa raquette. J'ai appelé le collègue de venir pour prendre un bar en fer. Il a été chercher. Et puis nous deux, et puis les chiens sont repartis. Et puis on est revenu encore à côté de la femme pour voir la femme. Elle est à côté. Elle est vraiment blessée. Elle est déjà morte. Et puis les chiens sont revenus, on nous a attaqués. Les chiens, tous les pitbulls. Les animaux ont été capturés. Ils seraient au nombre de 5. 2 propriétaires sont en garde à vue. Ils sont inculpés d'homicide involontaire. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cette attaque qui coûte la vie à une grand-mère de 89 ans. Et sachez que les propriétaires des molosses encourent une peine de 5 ans de prison et d'une amende de 9 millions de francs pacifiques. Et c'est un autre drame qui touche une famille de Moorea cette fois. Un homme de 52 ans est décédé pendant qu'il abattait un cocotier sur son propre terrain à Friaitu. L'arbre lui est tombé dessus et l'a tué sur le coup. Aussi, en ces temps difficiles déjà, nous adressons par la même occasion nos sincères condoléances aux familles touchées par ces drames qui se sont déroulés aujourd'hui. Avant de parler des confinements, le bilan du Covid-19 en Polynésie se stabilise depuis une semaine maintenant, avec toujours 60 cas confirmés pour plus de 3000 personnes dépistées depuis le 1er mars. Seulement 2 personnes sont en observation aujourd'hui et un malade est hospitalisé. Et vous le savez, parce qu'il n'y a aucun cas de Covid-19 dans les îles, le déconfinement total est effectif dès demain, hormis bien sûr sur Tahiti et Moorea. C'est ce qu'a annoncé le haut-commissaire ce matin. La circulation maritime intra-archipel aussi est rétablie. Quant au trafic aérien, ce sont les maires qui décideront. Mais d'ores et déjà, les clubs et salles de sport peuvent se préparer à accueillir leurs adhérents. On voit cela avec la Itemauri et Rodney Kimchou. Un juste équilibre entre sécurité sanitaire et économique pour justifier les nouvelles mesures d'allègement aux îles du Vent. Reprise des activités de sport collectif. Les bars, cinémas et les salles de spectacle peuvent ouvrir. Les rassemblements sont limités à 100 personnes et naturellement, les gestes barrières et de distanciation devront être respectés. Exit du couvre-feu malgré les demandes du président du gouvernement et des maires.
Le retour des résidents se fera selon des critères de priorité, familiaux, professionnels et de santé, mais aussi par l'application d'un nouveau protocole de soins. Test à l'entrée sur le territoire, quatorzaine au lieu choisi par le passager arrivant et un nouveau test à l'issue de ce confinement. Tout le monde ne pourra pas rentrer effectivement d'ici la fin des vols de continuité territoriale. C'est une évidence. C'est une évidence puisque ces vols de continuité territoriale, comme vient de le rappeler le haut-commissaire, sont destinés essentiellement et en priorité à transporter du matériel médical. En dehors de la continuité territoriale, toujours pas de liaisons internationales. Des vols arrêtés depuis le vendredi 27 mars. Les discothèques peuvent accueillir le public, mais les pistes de danse restent interdites. Nous sommes dans une crise sans précédent. Les pertes sont estimées à 120 milliards de francs pacifiques et le recours à l'emprunt n'est pas à l'ordre du jour. Le souci est de ne pas hypothéquer l'avenir de ce pays, en particulier lorsqu'il faudra emprunter pour financer du fonctionnement. Financer, par exemple, les mesures qui ont été mises en place pour accompagner les entreprises. Donc, voilà. Le second tour des élections municipales se déroulera avant la fin du mois de juin. La majorité a arrêté la date du dimanche 21 juin. Et le commissaire Dominique Saurin, notre invité ce soir, on le retrouve avec Caroline Fary. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Merci de nous accueillir. Alors, avant d'aborder l'aspect économique de cette crise, revenons, si vous le voulez bien, sur les nouvelles mesures prises dans le cadre du Covid-19, avec en ligne de mire la fameuse quatorzaine. Le Conseil constitutionnel censure partiellement ces mesures, notamment celles qui consistent en un isolement complet des personnes. Il estime qu'on ne peut priver personne de liberté sans passer par un juge. Alors, est-ce que ce sera le cas ici, monsieur le haut-commissaire ? Alors, tout d'abord, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il est nécessaire, avant de revenir sur notre territoire, de disposer d'un SAS. C'est-à-dire de pouvoir tester avant leur départ les personnes qui vont revenir ici en Polynésie et ensuite que ces personnes soient soumises à quatorzaine, c'est-à-dire qu'elles puissent être isolées. Alors, le Conseil constitutionnel a dit qu'il fallait que cet isolement se fasse soit au choix de la personne, soit à domicile, soit dans un centre dédié, spécialisé, et ensuite qu'elle soit testée. Donc, nous venons d'apprendre, ces décisions ont été prises à Paris il y a maintenant moins de 24 heures. Nous sommes en train de travailler sur ce sujet. Des décrets d'application seront également prévus en application de la loi qui vient d'être votée. C'est tout le travail qui est en cours à Paris que nous avons décliné ici avec le pays. Mais le principe reste, ce qui est important, et ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on ait cette possibilité d'avoir cette quatorzaine qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de propagation du virus. Et c'est ça le plus important, parce que c'est une question de responsabilité aussi. Nous venons aujourd'hui de déconfiner largement, de commencer, enfin d'aller même très largement vers un déconfinement. On souhaite, et je l'espère, aller encore plus loin, mais ça suppose qu'il n'y ait pas de risque à nouveau de propagation de l'épidémie. Et donc, ce qu'on demande aux personnes qui reviennent, c'est de s'engager à respecter cette quatorzaine selon les modalités que nous déterminerons. C'est une responsabilité vis-à-vis de la collectivité. Je crois qu'il faut le dire aussi de cette façon. Alors, monsieur le haut-commissaire, vous dites que les retours en Polynésie seront jugés sur des critères objectifs et équitables. La population polynésienne doit-elle s'inquiéter avec l'arrivée prochaine de plus de 1500 fonctionnaires d'État ? Alors, qu'il s'agisse des personnes qui reviennent de métropole, qu'il s'agisse de résidents polynésiens ou qu'il s'agisse de fonctionnaires ou de militaires, ce sont les mêmes règles qui doivent être appliquées en matière sanitaire. En l'occurrence, le dernier militaire arrivé avait le Covid-19 et ne s'était pas soumis au test. Ça a été un des points, parce qu'il s'est trouvé qu'il n'a pas été testé, même s'il avait été isolé. Je le rappelle, en RMSI, il y avait un protocole très très précis, il n'a jamais été en contact avec qui que ce soit ici en Polynésie. Donc on a cette question du rapatriement. D'abord des résidents polynésiens. On va continuer à le faire avec le vol de continuité territoriale. Je m'y suis engagé, on va continuer à le faire. Alors, c'est pas ça qui va permettre de ramener tous les résidents ou tous les étudiants polynésiens qui sont en métropole. Ça va nécessiter la reprise des vols commerciaux. Et dans l'immédiat, nous continuerons à en prendre. Ensuite, il y a la question des fonctionnaires ou des militaires. Il y a des relèves qui sont prévues.
pour justement assurer cette continuité de service public que nous avons ici en Polynésie. Parce que ce sont des militaires qui œuvrent à la protection du territoire, ce sont des policiers ou des gendarmes, ce sont des enseignants dont nous avons besoin sur le territoire. Et à chaque fois, il y aura un protocole très précis qui sera prévu. Par exemple, pour les militaires, ils feront leur quatorzaine en métropole. Ils seront testés avant d'arriver et transportés par des avions militaires, je le signale au passage. Et ça sera la même chose pour les autres. On va à chaque fois, pour chaque catégorie, déterminer comment ces personnes vont rentrer. Et ce n'est pas 1500 personnes qui vont arriver du jour au lendemain sur le territoire. Ça va s'étaler de maintenant, on va dire, jusqu'à la fin du mois d'août. Et ça se fera avec beaucoup de précautions. L'autre revers juridique, c'est celui du couvre-feu instauré depuis le 27 mars. Le tribunal administratif vient de suspendre la mesure pour atteinte aussi à la liberté. Alors, est-ce qu'au nom de la sécurité, toutes les lois liberticides sont-elles bonnes à adopter, à votre avis ? Bien, d'abord, je crois qu'il faut remettre les choses un petit peu en perspective. Lorsqu'il s'est agi de défendre et de protéger le territoire, on a mis en place des mesures fortes. L'interdiction des paquebots, le confinement, l'arrêt des liaisons aériennes entre les îles. Et on a décidé de mettre en place le couvre-feu. Parce que c'était nécessaire. Parce qu'il fallait, je dirais, à un moment donné, donner des signaux forts, comme quoi il fallait impérativement se protéger. Et je pense que ça a servi. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est qu'à 60 cas, c'est parce qu'on a mis en place des mesures très très fortes. Et vous seriez prêt à réinstaurer ce couvre-feu si le virus circulait ? Si c'était nécessaire, oui. Mais là, le virus ne circulait pas. Il n'y avait plus de raison sanitaire pour continuer. D'ailleurs, le couvre-feu, je l'ai indiqué ce matin, je n'aurais pas renouvelé la mesure de couvre-feu cette semaine. Parce que nous étions au bout de l'utilisation de ce dispositif. Donc il y a des moments pour le faire, c'est comme ça, et d'autres moments où on passe à d'autres voies. Parce que maintenant, aujourd'hui, et j'en profite pour le dire, pourquoi a-t-on aussi déconfiné ? C'est parce que le risque sanitaire s'est éloigné, mais aussi parce qu'il faut recommencer la vie sociale, la vie économique, pour faire en sorte à nouveau qu'il y ait une vie qui se rapproche le plus possible de la normale. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire. On va vous retrouver dans un instant après avoir rejoint Chiquita pour la suite du journal. Merci beaucoup, Caroline Faria. On vous retrouve dans un instant. Et la baisse de la richesse produite par la Polynésie en 2020 estimée à près de 120 milliards de francs pacifiques pour limiter la casse économique. Eh bien, les chefs d'entreprise de Tahiti espéraient eux aussi des mesures de déconfinement leur permettant une reprise totale. Or, le contexte reste financièrement fragile. Stéphane Ratino, Patita Savea. Ce matin, Guillaume assistait une collègue qui a décidé de fermer sa salle de sport. Trop de charges accumulées, plus d'activités et un moyen terme très incertain. Cette angoisse étreint tous ces jeunes professionnels, depuis 2 mois désormais. À la mi-journée, après l'annonce du haut-commissaire, nous avons retrouvé Guillaume et son associé Laura à Punaouia. Ils vont pouvoir ouvrir leur salle. Ils s'y préparent dans le respect des règles du moment. L'ouverture, ce sera pour jeudi. Chaque jour passé était un supplice économique. Vous pensez que vous allez pouvoir récupérer les 2 mois perdus ? Non. Donc il faudra se battre encore pendant un certain temps. C'est ça, oui, il va falloir se battre parce que c'est sûr qu'on continue à payer le loyer, on n'a pas encore eu d'aide des entreprises, enfin pour les entreprises. Donc du coup, il va falloir se battre jusqu'à la fin de l'année, mais là, en peu de temps, depuis qu'il y a eu l'annonce qu'on allait pouvoir réouvrir, on a eu beaucoup d'appels des adhérents qui demandent qu'à venir. Donc je pense qu'on va avoir peut-être un bon retour, mais du coup, pour compenser... Est-ce qu'on va rattraper ça? Je pense pas, mais ça va peut-être nous permettre de survivre. Des lieux dédiés à la culture et à la vie collective peuvent rouvrir, comme les discothèques. Toutefois, du côté de Pacific Film, les rideaux des cinémas vont rester fermés. C'est le paradoxe de l'économie du secteur. Un public local potentiel, donc une demande qui existe, mais plus aucune offre, c'est-à-dire pas de nouveaux films à l'affiche. Quand les grands pays laissent l'écran noir, les petits pays sont condamnés au silence de leurs salles, un véritable crève-cœur. On est un peu dans une situation où on nous dit « vous pouvez ouvrir, oui, mais une boulangerie n'ouvre pas avec du pain de la veille. » Quand vous allez attendre des sorties internationales ? On est obligé parce qu'on n'est pas maître de cette situation-là. C'est effectivement les majors qui décident quand est-ce qu'on peut sortir les films. Je vois difficilement Disney autoriser la sortie de Mulan juste pour la Polynésie, juste pour faire plaisir aux Polynésiens. Alors qu'il ne pourrait pas sortir en Chine ni aux États-Unis.
On le sait, la commission économie du MEDEF, dans un de ses scénarios, a établi le coût de cette crise à au moins 150 milliards de francs. 20% du PIB polynésien a amputé. Les autorités en ont fait l'estimation aujourd'hui. Le monde entrepreneurial espère un plan de relance. Il se négociera. Les annonces de ce matin sont jugées positivement, mais le chemin est encore long, tant la crise est inédite. C'est bien sûr un premier signal positif, encore une fois. Tout ce qui a trait aux libertés est bon pour les entreprises. Donc l'ouverture des marchés, c'est la priorité. Donc là, on ne peut que le saluer. Ensuite, on peut, à côté de ça, s'interroger sur les mesures concernant les vols domestiques. Je n'ai pas encore interrogé la compagnie locale, mais si j'ai bien compris, on va proposer de faire des vols à la carte, qui va dépendre de la volonté des maires, et je ne sais pas dans quelle mesure économiquement c'est faisable. Un constat, la crise sanitaire a été bien gérée au Fénois. Maintenant, le redressement de l'économie passera indubitablement par un plan de relance de type keynésien. L'articulation pouvoir public, acteurs privés sera donc nécessaire pour relever la tête. Et la gestion de la crise économique par le gouvernement est justement pointée du doigt par le sénateur Nui Haulore. 2000 emplois perdus en mars et un secteur touristique en chute libre. L'ancien vice-président se dit très inquiet. Selon lui, il faut emprunter 60 milliards si l'on veut survivre. On l'écoute, il répond par téléphone à Natacha Silagi. Je dis clairement que le pays doit mobiliser des ressources, l'ensemble de ces ressources, mais aussi lancer un emprunt obligataire. J'ai donné un chiffre, 60 milliards, pour disposer d'une somme suffisante, à mon sens, pour aider tous les secteurs d'activité qui ont été fortement impactés, je pense notamment au tourisme, sur une période beaucoup plus longue que celle qui est indiquée aujourd'hui, à savoir une année. Je pense qu'au bout d'un an, la situation sera probablement pas celle que l'on connaissait il y a 2 mois, mais beaucoup de secteurs économiques seront sortis de l'ornière. Et c'est ce qui est souhaitable. Je me dis que si le gouvernement n'intervient pas plus massivement aujourd'hui, les entreprises n'auront pour seule option que de licencier une part importante de leurs effectifs. Et là, ce sera quelque chose de structurel qui affectera la situation de la Polynésie sur les années à venir. En clair, on a une chance inouïe aujourd'hui, c'est de disposer de réserves financières importantes parce que le pays a bien géré les comptes depuis 7 ans. Le pays est très peu endetté. Il a la possibilité d'intervenir et de soutenir, encore une fois, tous les secteurs économiques le temps que la situation redevienne un peu plus normale. Et d'ores et déjà, plusieurs sociétés tentent de surmonter cette crise. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la société Tahiti Nui Travel n'est pas encore en liquidation judiciaire. L'entreprise appartenant au groupe Grey a pour le moment déclaré son état de cessation de paiement auprès du tribunal mixte du commerce de Papeete. Elle se donne encore 2 semaines pour trouver une solution de financement. L'agence veut en tout cas rassurer ses partenaires, parmi lesquels figurent les 300 professionnels réunis autour de l'association de Melinda Baudin. Merci d'être avec nous ce soir. Melinda Baudin, contrairement à ce qui a été annoncé, Tahiti Nui Travel travaille toujours pour le moment avec vous, cela vous rassure? Oui, bonsoir la Polynésie, bonsoir les Polynésiens. Chiquita, alors c'est une nouvelle qui vient de nous arriver encore, mais de toute façon, les membres de l'association attendent également, depuis novembre pour certains, le paiement de leurs factures, ce qui impacte encore plus la difficulté que ces petites entreprises ont aujourd'hui. Alors actuellement, les professionnels du tourisme que vous représentez souffrent, selon vous. Quelle serait la solution d'urgence? Alors c'est vrai que nous souffrons. La solution d'urgence, c'est simple. C'est que notre compagnie aérienne locale revienne un petit peu dans nos îles pour que ces petites entreprises puissent rouvrir et accueillir les touristes locaux que nous sommes. Et pour cela, il faut mettre en avant le tourisme intérieur, comme a dit la ministre. De grands hôtels refusent justement la clientèle locale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant que pension de famille? Alors, nous sommes en train de travailler depuis 1 semaine, 2 semaines sur justement comment accueillir, qu'est-ce que nous pouvons proposer en plus des petits cadeaux, des petits trucs, des circuits un peu spéciaux pour cette clientèle locale que nous avons hâte d'accueillir bientôt.
Merci beaucoup, Mélinda Baudin, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, en tout cas, qui devrait rassurer aussi les salariés et les partenaires de Tet Inuit Travel. Et on retiendra en tout cas que les pensions de famille ne souhaitent pas être abandonnées. Et pendant que certains tentent de maintenir la tête hors de l'eau, d'autres sociétés n'ont d'autre choix que de fermer. Vaima Fitness, appartenant à l'ex-Miss Haiti, Haitiari Tribondo, a mis les clés sous la porte. Elle devait fêter le mois dernier ses 4 ans d'existence. Mais la crise du Covid-19 a eu raison de son business. Économiquement, elle n'en peut plus. Avec un loyer d'1 million par mois, les charges s'accumulent, les dettes aussi. Elle préfère tout arrêter avant que la situation ne soit sans retour. Elle a commencé à liquider son matériel. Je vous propose de l'écouter au micro de Stéphane Ratino et Patita Savia. On a trop de charges, on ne peut toujours pas ouvrir, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va ouvrir. En attendant, les loyers tournent, les frais tournent, les factures tournent. À un moment, il va falloir les payer, même la patente, même si c'est décalé. Donc c'est un cumul de charges qui commence à se faire, parce que là je fais la liste de toutes les factures que je vais devoir payer et très franchement ça ne me rassure pas. Si on ouvre demain, disons qu'on ouvre demain, je pense que ça va être beaucoup de mesures qui vont mettre en place, les distances, les masques. Très sincèrement, mettre des masques dans une salle de sport, c'est juste pas possible. Voilà, les salles de sport qui, je vous rappelle, sont autorisées à rouvrir dès demain. Et ce soir, la majorité des syndicats s'est réunie cet après-midi à la présidence avec le président du pays, Edouard Fritsch, et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Peu d'informations filtrées de cette rencontre, mais il aurait été beaucoup question de la relance du tourisme. L'occasion pour le président de recueillir les avis de chacun avant le Conseil des ministres de demain. Je vous propose d'écouter Nicole Bouteau au micro d'Inacio Raveino et Jacques Damour. La reprise totale d'activité ne sera pas possible. On pense plus particulièrement au secteur du tourisme où là, effectivement, il faut gérer le temps long puisque nous allons pouvoir relancer le tourisme d'intérieur, mais le tourisme international, nous n'avons aujourd'hui pas de visibilité parce que nos marchés extérieurs sont également impactés par la pandémie. Vous le savez, l'aérien international est également grandement impacté. Donc l'idée, c'était effectivement de mettre en place, nous avons mis en place les revenus de solidarité dans le cadre du confinement. Maintenant, il nous faut mettre en place des dispositifs de soutien à l'emploi dans le cadre du déconfinement de la Polynésie pour gérer la crise économique. On le voit, la situation économique est fragile. Retour au commissariat pour la deuxième partie de l'interview de Dominique Saurin. Caroline Fary, c'est à vous. Alors, on vient de l'entendre, monsieur le haut-commissaire, l'activité économique du pays est en péril. Le sénateur Nui Haolore estime que la Polynésie doit impérativement lancer un emprunt d'envergure. Il avance la garantie de l'État pour appuyer son argument. L'État pourra-t-il se porter garant d'un emprunt de 60 milliards ? Alors, tout d'abord, le pays a demandé, récemment d'ailleurs, nous avons une visioconférence avec le président de la République. C'était le 28 avril, pour aborder justement les conditions d'un redémarrage économique. Alors, l'État apporte déjà un certain nombre d'éléments. On apporte des garanties aux prêts faits par les entreprises. Il y a des aides pour les petites entreprises aussi, ceci est appliqué. Il y a des liquidités qui sont injectées pour les banques également, ici en Polynésie. Et le pays a fait cette demande. A fait une demande sur laquelle nous sommes en train de travailler pour avoir un emprunt, un peu comme cela a été fait d'ailleurs aussi en Nouvelle-Calédonie, où il y a eu un emprunt qui a été attribué au gouvernement local et garanti par l'État. Nous sommes dans dans cette même trajectoire. Après, il faut savoir de quel sera le montant de ces emprunts et quels sont les besoins du pays. Et c'est sur quoi un déficit de 120 milliards quand même. C'est pas un déficit, c'est un manque à gagner. Les 125 milliards de francs représentent la perte de richesse du territoire, du produit intérieur brut, mais ça représente l'arrêt de l'activité touristique. Et il s'agit maintenant de créer les conditions d'un redémarrage de l'économie. Il y a des mesures de secours qui sont faites, qui ont été mises en place par le pays, qui ont été mises en place par l'État. C'est l'urgence, c'est la première urgence. Et maintenant, on va être dans un autre plateau avec le redémarrage de l'économie. C'est comment financer tout ça. C'est ça la question qu'il y a aujourd'hui. En termes de tourisme, la France prépare apparemment un plan Marshall de 1,3 milliard d'euros pour aider le tourisme. Est-ce qu'on peut espérer en bénéficier là aussi, il y a quelques jours, nous avons été associés également à une visioconférence avec le secrétaire d'État au tourisme à Paris, M. Lemoine, et Annick Girardin, ministre des Outre-mer,
pour déterminer quels étaient les problèmes que nous rencontrions. Et le tourisme, nous sommes certainement, même sûrement, le territoire d'outre-mer qui est le plus dépendant du tourisme. Ça représente 10% de la richesse produite sur notre territoire, et plus si on compte les activités annexes. Donc l'objectif, c'est d'être en effet associé à ce plan national, et c'est pour cette raison qu'il y a eu cet échange. Nicole Boutot d'ailleurs était présente à cet échange, et c'est pour cette raison que ce travail aussi a été engagé. On peut s'attendre à une crise sans précédent dans les prochains mois. La sécurité des populations est-elle assurée en cas d'éventuels mouvements sociaux ? Alors, tout d'abord, les forces de sécurité contribuent au quotidien à, je dirais, cette lutte contre d'abord la délinquance pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il faut noter d'ailleurs qu'après la période de confinement, la délinquance redémarre un petit peu en ce moment, et il y a une très très forte mobilisation de nos équipes en la matière, avec les mouteuils municipaux. Mais la question sociale aussi est importante. On s'est rendu compte pendant cette période de confinement qu'il y a eu beaucoup de problèmes sociaux. Il y a beaucoup de familles qui avaient des problèmes pour se nourrir. Et j'étais en liaison constante avec les Tavana qui nous interrogeaient pour savoir s'ils pouvaient mettre en place des aides pour aider les familles. Ça s'est fait d'ailleurs, sous certaines conditions, cela s'est fait. Et il faudra que nous veillions d'ailleurs, et toutes les mesures qui sont mises en place, d'abord, et je crois que c'est comme ça qu'il faut d'abord poser la question, c'est de s'assurer que les mesures qu'on prend pour le redémarrage de l'économie permettent aussi de traiter ces questions sociales. Mais on aura des problèmes sociaux. Ça doit être notre principal point de vigilance dans les semaines qui viennent, c'est l'accompagnement des besoins de la population. Un dernier mot, monsieur le haut-commissaire, sur le second tour des municipales. Il pourrait avoir lieu le 21 juin, selon le souhait d'Edouard Fritsch. Cette date diffère de celle de l'Hexagone. Ça vous semble raisonnable alors que le pays sort du confinement ? Aujourd'hui, nous espérons, je l'ai dit, espérons pouvoir sortir du confinement d'ici la fin du mois de mai. Si bien sûr l'évolution sanitaire le permet. Ça, c'est une des conditions premières. Et le Premier ministre s'est exprimé d'ailleurs en métropole sur cette question pour dire qu'il fallait avancer dans l'organisation des scrutins municipaux. D'abord la désignation, l'élection des maires et l'installation des conseils municipaux, et le deuxième tour. Nous avons demandé l'avis du Conseil scientifique national qui doit se prononcer sur cette possibilité suite à la demande faite par le président du pays et par le président de l'association des maires, enfin du syndicat de promotion des communes de Polynésie. Et j'ai consulté aussi tous les Tavana sur ce sujet, et ils sont également demandeurs de ces élections. Donc il y a possibilité de le faire, mais il faudra que les conditions sanitaires nous le permettent. C'est ça la condition essentielle pour faire cette opération. Dépister, tracer, isoler, c'est ce que vous disiez ce matin, c'est votre mot d'ordre pour les semaines à venir. C'est ça le mot d'ordre principal. Il faut être toujours vigilant, on ne peut pas baisser la garde. Merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire, d'avoir répondu à nos questions. C'est à vous, Chiquita, pour la suite du journal. Merci. Merci Caroline Fary. À Patrick Tinsing pour ce direct. Vous l'aurez compris, l'État travaille sur une demande donc du pays concernant un prêt qui devrait permettre de relancer le tourisme. On termine ce journal sur cette nouvelle qui ravira certainement les surfeurs puisque la houle est de retour du côté de Teahupo'o. Gilbert T avait 14 ans, en a d'ailleurs profité pour réaliser son rêve avant de le poster sur son compte Instagram. Voilà, et malgré le déconfinement, n'oubliez pas justement donc si vous avez des symptômes du Covid-19, composez le 15 ou le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 à partir de 8 heures pour toutes vos questions ou demandes d'accompagnement. Et puis chez vous, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir à usage unique. Et bien que cela bouleverse nos habitudes polynésiennes, surtout évitez donc de vous serrer la main. Et actuellement, donc, le port du masque est aussi fortement recommandé. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Si le déconfinement est total dans les îles et la desserte maritime intra-archipel rétablie, la 14e obligatoire en Polynésie des nouveaux arrivants devra être réadaptée prochainement. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.